Mais je ne voudrais pas que demain l'Union européenne se compose de 95 États. L'art de la petite phrase. Celle-ci est à la fois taquine et solennelle et elle est signée Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne qui vient tout juste de raccrocher les gants. 95 États dans l'Union européenne, vous vous dites « Oh là là, ils se sont encore embrouillés sur la Turquie ». Eh bien pas du tout, il parlait d'indépendantisme. Un peu comme peut-être vous aussi, vous l'avez fait hier soir, ici même à la table de ce bistrot, avec votre copine Laetitia C. de Corse et votre poteau Gérard P. de Barcelone, une sacrée soirée. Bon, pour en revenir à la petite phrase, Monsieur Juncker était vraiment en forme ce jour-là, il s'est un peu lâché sur les chiffres. 10, 1, 25, 9, 3 et 6. 95, ça fait vraiment beaucoup, parce qu'aujourd'hui on est 28, jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à ce que le Royaume-Uni sorte un jour, qui sait. Donc si on pose une soustraction assez simple, nous avons 95, le chiffre de Monsieur Juncker, moins 28, le nombre d'États actuels, et donc, je pose 1, je retiens 1, ça fait 67. Ça voudrait dire 67 nouveaux États nés de régions indépendantistes. Ouais. Prenons donc une carte. Merci. Enfin, pas celle-ci. Alors là, oui, ça fait du monde. En Espagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie, au Danemark, en Bosnie, en Serbie, en Roumanie. Bref, on ne pourra pas parler de tout le monde, mais on va vous donner un petit aperçu, histoire d'abreuver vos prochains pots de l'amitié. On est comme ça, on est sympa. Dis donc, l'indépendantisme, c'est la mode en ce moment. Alors oui, Jean-Pierre, tu n'as pas tout à fait tort. On pourrait le croire, mais ce qui te fait dire ça, c'est cette impression de retour en force du référendum pour dire oui ou non à l'indépendance de telle ou telle région. Focus. Le 18 septembre 2014, les Écossais se rendent aux urnes et répondent à la question suivante. L'Écosse doit-elle être un pays indépendant? Yes or no, le no l'emporte à 55% des voix. Le 9 novembre 2014, premier référendum sur l'indépendance en Catalogne. Le 1er octobre 2017, rebelote. Les deux ont été déclarés illégaux par Madrid et les deux ont vu le si à l'indépendance l'emporter largement et même à 90% la deuxième fois. Le président du Parlement catalan prononce alors l'indépendance unilatéralement. Les citoyens de Catalogne ont gagné le droit d'avoir un État indépendant constitué sous la forme d'une république. Et depuis, 12 leaders indépendantistes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison. Le 22 octobre 2017, ce sont les Italiens qui votent en Lombardie et en Vénétie, deux régions du nord du pays, au cours d'un référendum consultatif approuvé par Rome. Ils votent à 95 et 98% pour plus d'autonomie. Le 25 avril 2018, les habitants des îles Féroé devaient eux aussi voter. Cet archipel autonome danois voulait se prononcer sur une constitution ouvrant la voie à l'autodétermination. Mais les partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun. Aujourd'hui, ce sont les Écossais qui veulent revoter. La première ministre écossaise du parti indépendantiste l'a redit le 2 novembre 2019. Gagnons notre indépendance, gagnons l'Écosse que nous voulons. Merci. Comme les Écossais ne voulaient pas du Brexit, l'idée serait de revoter sur l'indépendance pour pouvoir ensuite adhérer à l'Union européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors oui, c'est sûr, ça pourrait donner le vertige. Mais si on troque la loupe pour le rétroviseur, on se rend compte qu'au-delà même de la forme du référendum, qui a tout de même donné l'indépendance, je sais pas, de l'Algérie en 1962, de la Slovénie en 1990 et du Monténégro en 2006, au-delà même du référendum, eh bien, le mouvement de création de nouvelles nations indépendantes ne s'est jamais vraiment arrêté. D'ailleurs, un chiffre intéressant le prouve. Depuis 2004, l'Union européenne a accueilli 13 nouveaux États membres, et parmi ces 13-là, il y en a 7 qui n'existaient pas en 1989. Et oui, le démantèlement de l'URSS et la guerre en Yougoslavie sont passés par là, et ce n'est peut-être pas fini. Car tout cela ne tombe pas du ciel. Derrière les mouvements indépendantistes, derrière les référendums, il y a un vieux principe, l'autodétermination. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, reconnu par la Charte des Nations Unies depuis 1945. Et c'est ce que brandissent les indépendantistes, d'où qu'ils soient, pour justifier le recours à un référendum. Mais dans le camp d'en face, on brandit le droit à l'intégrité territoriale, un principe reconnu aussi par le droit international. Autodétermination versus intégrité territoriale, c'est un peu le résumé du dialogue de sourds qui oppose en ce moment Barcelone et Madrid. Enfin bon, on peut pas comparer la Corse et l'Écosse, même si à quelques lettres près, c'est pareil. Non, Géraldine, tu as raison.
On ne peut pas mélanger tous ces mouvements indépendantistes, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Chaque région a sa propre histoire, son indépendance passée ou pas, son rapport avec l'État central. Donc loin de nous l'idée de tout mélanger. Mais quand même, il y a quelques points communs. En général, ce sont des régions qui ont déjà un statut d'autonomie plutôt poussé, la preuve. En France, la décentralisation progresse, les régions ont de plus en plus de pouvoir. Et c'est notamment vrai pour la Corse, qui bénéficie d'un statut particulier reconnu par la Constitution. Dans d'autres pays européens, l'autonomie va plus loin. En Espagne, on ne parle pas de région d'ailleurs, mais de communautés autonomes, tout comme pour les îles Féroé au Danemark, CQFD. Au Royaume-Uni, on parle même de nation. L'Écosse est une des 4 nations constitutives du pays. Et qui dit plus de pouvoir, dit plus de responsabilités. Ces régions autonomes ont généralement leur propre parlement et leur propre gouvernement, comme c'est le cas en Écosse ou en Catalogne. Mais alors, sur quel domaine ont-elles le pouvoir de décision ? En général, tout sauf la défense et la politique étrangère, chasse gardée de l'État central. On retrouve donc souvent la santé, l'éducation, les transports ou encore l'économie. Ce qui change d'une région à l'autre, c'est le fait d'avoir sa propre police, la capacité à lever l'impôt et la reconnaissance de la langue. Ainsi, le catalan est reconnu langue officielle au même titre que le castillan. Dans les îles Féroé, c'est le féroïen, la langue principale. Et la langue corse n'est pas reconnue officiellement puisque seul le français a le droit de citer d'après la Constitution. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on dit aussi souvent que ce sont des régions riches qui en ont marre de payer pour les autres. Tout ça mérite un petit peu de nuance. Alors oui, certes, parmi les candidats potentiels à l'indépendance, il y a des régions riches. La Catalogne, par exemple, représente 20% du PIB de l'Espagne, la Flandre 57% du PIB de la Belgique, l'Écosse représente moins de 10% du PIB britannique, mais 72% de la production d'hydrocarbures. D'ailleurs, d'un point de vue économique, ces régions pourraient faire jeu égal avec de petits États européens comme le Luxembourg ou encore la Slovénie. Mais il y a aussi des régions qui aspirent à l'indépendance qui sont plus pauvres. C'est notamment le cas de la Corse qui représente seulement 0,4% du PIB de la France et qui dépend pour beaucoup des avantages fiscaux accordés par la métropole. Il y a aussi les îles Féroé, mais le tiers de leur budget dépend de Copenhague. Bref, on pourrait dire que ces îles, en l'occurrence, n'ont pas les moyens financiers de leur indépendance. C'était donc ça la différence ? Mais ce qui est très important, Géraldine, c'est que toutes ces régions ne veulent pas forcément de l'indépendance. Prenons la Corse, tiens. Les nationalistes ont gagné du terrain lors des dernières élections. Ils dirigent même carrément l'Assemblée de Corse à présent. Mais leur stratégie et leur discours a changé. Ils ne veulent plus de l'indépendance, ce qu'ils veulent, c'est plus d'autonomie, avec plus de compétences en matière fiscale et la reconnaissance de la langue corse à égalité avec le français. Pour les Féringiens, car c'est ainsi qu'on appelle les habitants des îles Féroé, c'est différent. Les indépendantistes restent motivés, même si sur ces îles il y a plus de moutons que d'habitants, et même si leur économie repose surtout sur la pêche. À ce train-là, il y aura bientôt 95 États en Europe. Alors oui, Jean-Claude, tu as raison d'insister, mais tu as peut-être tort de t'inquiéter. Ah oui ? Vraiment ? D'ailleurs, pour certains spécialistes, l'Union européenne récolte ce qu'elle a semé, car depuis longtemps, elle encourage l'Europe des régions. Ça veut dire quoi ? Eh bien, par exemple, pour les gros sous, les fonds structurels, l'Union européenne deal directement avec les régions pour financer une crèche dans un milieu rural ou encore une station de biométhanisation. Ce sont des exemples réels. Elle encourage aussi la coopération transfrontalière. Par exemple, ici à Strasbourg, la région Grand Est peut travailler main dans la main avec le Bade-Wurtemberg sans passer par Paris ou Berlin. De leur côté, les régions ont fait les yeux doux à l'Union européenne et la Catalogne, par exemple, a sa représentation officielle et directe à Bruxelles. Bref, d'un bout à l'autre, que ce soit l'Union européenne ou les régions, elles avaient un intérêt commun, diminuer les pouvoirs de l'État-nation et encourager la voie du fédéralisme. Donc on est tous d'accord. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Jean-Claude. Tous les indépendantistes ne sont pas pour autant europhiles. Dans les partis qui soutiennent l'indépendance, on trouve de tout l'ensemble de l'échiquier politique, la gauche, la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite, des europhiles et des eurosceptiques. Par exemple, le SNP, le parti indépendantiste écossais, aime l'Europe, ils sont europhiles. Le Vlaams-Belang, le parti minoritaire flamand, indépendantiste, n'aime pas l'Europe, ils sont eurosceptiques. Quoi qu'il en soit, utilisons un peu notre imagination et imaginons qu'une de ces régions obtienne l'indépendance et qu'ensuite elle veuille adhérer à l'Union européenne. Eh bien, il n'y a rien de prévu dans les textes, nada, walou.
Contrairement au cas de figure d'un État qui sort de l'Union européenne. C'est le fameux article 50 et le succès qu'on lui connaît pour le Brexit. Et puis, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de précédent, à part peut-être l'Algérie qui a quitté la France en 1962 et du même coup la communauté économique européenne d'alors. Mais en devenant un État indépendant, elle n'a jamais demandé à adhérer à l'Union européenne. Alors que se passerait-il si un jour la Catalogne devenait vraiment indépendante? Est-ce que dans ce cas, il faudrait un nouveau traité d'adhésion à l'Union européenne? Est-ce que la Catalogne devrait subir le même parcours du combattant que la Turquie? Est-ce que l'Espagne serait d'accord puisqu'il faut l'unanimité pour un nouvel adhérent à l'Union européenne? Et est-ce qu'on pourrait priver le citoyen catalan de tous les droits qu'il a acquis depuis plus de 30 ans en tant que citoyen européen? À toutes ces questions, nous n'avons pas de réponse. Désolé, on peut pas tout faire. Mais ça nous rappelle quand même, je sais pas vous, le bordel du Brexit. En résumé, en conclusion, les 95 États dans l'Union européenne, c'est pas pour demain. Vous pouvez partir en retraite sereinement, monsieur Juncker. Mais globalement, toutes ces régions indépendantistes aspirent surtout à beaucoup plus d'autonomie. Mais on va quand même garder un œil sur ce qui se passe en Écosse et en Catalogne. Sur ce, allez où et cheers!